Bonjour à tous mes petits amateurs de macabre, aujourd'hui nouvelle vidéo et aujourd'hui on reste dans le milieu du cinéma avec l'histoire d'une trilogie du cinéma d'horreur qui a fait trembler Hollywood au-delà justement des caméras. Une série d'événements dramatiques et répétitifs qui a fait naître aux yeux justement du grand public l'hypothèse de l'existence possible d'une malédiction qui se serait abattue sur tous les membres du tournage, qu'ils aient participé de près ou de loin à la réalisation de cette trilogie. Alors, qu'en est-il vraiment? Est-ce que la série Poltergeist est vraiment maudite? C'est ce qu'on va tenter de découvrir. Alors mettez-vous à votre aise et on est parti pour une nouvelle archive macabre. Mai 1981, un certain Steven Spielberg fait ses premiers pas en tant que producteur pour ce fameux film Poltergeist, tout en ignorant que dès le départ, fiction et réalité vont se confronter. Poltergeist, cette famille vraiment tranquille qui s'installe dans un magnifique coin, vraiment une belle maison, un quartier tranquille, tout simple, sauf qu'ils ignorent que la maison repose sur un ancien cimetière indien. Et du coup, forcément, les phénomènes curieux vont s'accumuler, vont s'enchaîner, jusqu'à ce que la plus petite des filles, enfin l'enfant cadette, va finir aspirée par la télé. Et pour vraiment faire réaliste, Spielberg et Toby Hooper vont décider de tourner dans un petit coin qui s'appelle Simi Valley, à 60 km au nord de Los Angeles. Et dès le départ, certains acteurs vont venir avec des confidences plus ou moins troublantes. Jo Beth Williams, l'actrice qui joue la mère de famille, va de nombreuses fois se sentir véritablement oppressée durant ces scènes et va déclarer que lorsque la journée de tournage était terminée, qu'elle quitte le plateau et qu'elle décide de se rendre dans sa chambre d'hôtel, elle va découvrir tous les cadres présents dans la chambre retournés. Et va aussi dire, après plusieurs interviews, que ce soit en coulisses, ou au moment où elle se fait maquiller, ou vraiment au moment de la prise, elle a une petite voix qui lui dit dans sa tête « Ne fais pas ce tournage, ne fais pas ce tournage ». Et ça, elle va l'entendre quotidiennement. À chaque fois, cette petite voix qui va lui dire d'arrêter de tourner, de ne pas faire ce film. Et cela va vite sonner comme un avertissement parce que le bruit va faire le tour de l'équipe, la paranoïa va gagner vraiment tous les membres du staff. Et pourtant, entre équipe technique et acteurs, ce sont les acteurs qui vont être les premiers à en pâtir. Un accident plus ou moins glaçant, on va dire ça, qui aurait pu avoir une conclusion dramatique. Vous voyez la fameuse scène justement du clown, avec où celui qui joue le petit garçon, donc Oliver Robbins, se fait attaquer par le jouet. Ce même jouet enroule ses bras autour du cou et commence à l'étrangler. Le plus terrifiant, c'est que le gamin a vraiment failli mourir. Et durant le tournage de cette scène, les techniciens qui s'occupaient des effets spéciaux, vraiment qui s'occupaient de la marionnette, semblaient déconnectés, ils ne réagissaient pas, ils étaient comme vides. Pendant que les autres autour, ils étaient en mode mais waouh, mais le petit garçon joue très bien, on dirait vraiment qu'il est en train de se faire étrangler. Oui, mais l'enfant était vraiment en train de mourir asphyxié, hein. Il était à ça de clamser. Hein. Bon, je vous rassure, ils ont gardé la scène. Hein. Donc, mais la prochaine fois que vous regardez Poltergeist, le premier, pas le remake, mais bon, l'original, dites-vous que quand l'enfant est attaqué par le jouet, il est vraiment étranglé. Hein. C'est la vraie scène. Donc là, comment vous dire que quand je vais me refaire le film, je vais me dire, mais ah oui, en fait, ils ont gardé la scène, mais le gamin, le gosse, il est en train de crever, quoi. Ah, Hollywood, c'est Hollywood. Heureusement pour le petit Robbins, ça va bien se finir. Malheureusement pour d'autres, ce ne sera pas du tout le cas, et c'est dans une ambiance vraiment malsaine,
très lourde, où vraiment on est sur une ambiance anxiogène, que le film va sortir en salle le 27 septembre 1982, et il ne faudra pas attendre longtemps avant qu'une nouvelle tragédie vienne entacher le succès et la réputation du film. Dominique Dunne, l'actrice qui joue Dana, la fille aînée de la famille, va être assassinée dans des conditions bizarres et de manière soudaine. Une actrice pleine de promesses, elle a la jeunesse, la beauté, elle faisait simplement ses premiers pas dans la cour des grands avec son premier rôle dans Poltergeist, donc elle avait tout pour elle. Cependant, un soir alors qu'elle était chez elle accompagnée d'un ami, un autre ami comédien, David Parker, l'ex-compagnon qui était réputé pour être quelqu'un de violent, donc l'ex toxique de Dominique Dunne, va se rendre à son domicile, ne supportant pas d'avoir été plaqué, va alors le soir d'Halloween pénétrer chez son ex-compagne, chez Dominique Dunne, et l'étrangler à mort. Un féminicide, certes, mais qui va après s'avérer être la première victime de ce film maudit. Et vous allez vite voir qu'elle ne sera pas la dernière. Pourquoi ce film est automatiquement lié à Poltergeist, hormis que la victime soit une des actrices du film? C'est parce que le témoin, donc David Parker, va déclarer aux autorités que lorsqu'il a entendu donc Dominique commencer à pousser des cris, donc déjà au lieu d'aller l'aider, il a préféré couvrir les cris en mettant de la musique. Super sympa le pote. Je sais pas, t'as la fille qui t'invite chez toi, qui est en train de se faire casser, qui est en train de se faire buter par son ex. Toi, au lieu d'intervenir ou d'appeler la police, tout ce que tu trouves à faire, c'est mettre la musique plus fort pour camoufler les cris. Et pourquoi c'est glaçant? C'est parce que la première musique qui est apparue au moment où elle se faisait étrangler, mais c'est la musique de la bande originale de Poltergeist. Alors que ce drame laisse vraiment Hollywood sous le choc, les gens vont commencer à parler, à fabuler et à faire naître, on va dire, la possibilité d'une malédiction sur le film Poltergeist. Bon. Malgré les rumeurs et les bruits, le film va être un véritable succès et les producteurs vont même mettre en place une suite, un second volet. Et ce second opus va plonger la saga dans le paranormal. Cependant, quelqu'un ne va pas rempiler. Il s'agit de Toby Hopper. Lui, pour lui, non, c'est... Je ne reviens pas. Donc forcément, il faut chercher un nouveau réalisateur. On tombe sur Brian Gibson, un réalisateur anglais qui n'est pas très connu, vraiment pas beaucoup d'expérience. Mais ce qui match avec directement Gibson, c'est qu'il croit énormément au surnaturel. Et il va même déclarer que, en fait, Gibson sollicite beaucoup l'aide d'une voyante. Et cette voyante, un jour, va lui prédire, un jour, vous serez amené à réaliser un film qui parle du paranormal. Et voilà, qui fait Poltergeist 2. Par contre, cette voyante va être engagée sur le plateau. Et bien, bon, déjà, sa présence, ça va mettre une ambiance vraiment très malsaine. Donc, Jill Cook, la voyante, va se voir demander une tâche. Elle va recevoir une liste de noms, donc des comédiens, des acteurs, des figurants. Pas de photos, pas de CV, rien du tout, que des noms. Elle va devoir piocher ces noms et leur attribuer un rôle. Comment vous dire que... Moi, si on me dit que j'ai pas eu le poste ou le job à cause d'une voyante qui n'a pas pioché mon nom, là, dis pas que moi je débarque et je joue en fou une tardiole à la voyante, on va voir si elle va le voir venir. Et un nom va sortir du lot. Julian Beck, qui sera donc sélectionné pour jouer le rôle du révérend Henry Kane. Et quand tu le vois, crois-moi, il te fait froid dans le dos. Il a une tête, t'as envie de te dire, mais putain, mais il est malade ce type. Il fait flipper. Là, c'est en mode, je suis le méchant, ça se voit sur sa tête. Hein. Même quand il sourit, t'as l'impression qu'il va t'arracher ton âme, quoi. Et on découvrira plus tard pourquoi donc Jill Cook a voulu absolument que ce soit Julian Beck qui soit sélectionné pour le rôle du révérend. Car ce dernier, en fait, était en phase terminale d'un cancer. Il était donc mourant, donc au moment des sélections, au moment des castings. Et la voyante, à mon avis, s'est dit, il n'en a plus pour longtemps. On va lui permettre de réaliser un peu son rêve, d'être sous le feu des projecteurs avant qu'il nous quitte. Et donc, il va avoir le rôle quelques semaines avant de mourir. Et après le décès de Julian Beck, il s'agit d'un autre acteur qui va après décéder de manière brutale et soudaine. Il s'agit de Will Sampson, celui qui joue Taylor, le chaman indien, qui pourtant quand tu le vois, il fait 2 mètres, il est imposant, c'est une masse, une baraque.
il est pas si vieux, il avait à peine la cinquantaine, donc normal quoi. Et pourtant, ce grand gaillard va mourir d'une crise cardiaque foudroyante. Juin 1987, l'acteur va subir une opération chirurgicale, bon, lourde certes, mais extrêmement courante. Et puis en 87, la médecine n'est plus comme avant. On a quelques années d'urgence, hein, donc la médecine est quand même assez poussée. Pourtant, Will Sampson va brusquement mourir sur la table d'opération. Et forcément, ce décès va alors nourrir encore plus le mythe de la légende, enfin de la malédiction de Poltergeist. Est-ce que ça va suffire aux sociétés de production d'arrêter le massacre? Eh ben non, comme on dit, jamais 203. Eh ben oui, la production signe un troisième opus. Eh ben dis donc. Et donc, ils font trembler Hollywood et ça leur suffit pas, hein, et toujours plus. On dirait la pub. Plus, plus. Eh ben, ils vont vite le regretter. 2 films, 3 morts. Et en plus, la majorité des acteurs refusent de revenir. En mode, non, c'est bon, loin. Alors que les sociétés de production leur offrent des cachets, mais avec une somme astronomique, hein. Ben, en vain. Non, on vous a dit non. Poltergeist 3, c'est sans nous. Burton, hasta la vista luego, ciao ciao, hein. Donc ça met un peu les producteurs dans la merde. Bon, tout le monde va refuser, sauf une personne. Heather O'Rourke. Donc la petite gamine qui joue dans le 1, c'était la petite cadette, la petite fillette blonde aux longs cheveux lisses, qui se trouve devant la téloche. Eh ben, croyez-moi que son jeune âge ne va pas attendrir la malédiction, car à peine 12 ans, elle va se faire faucher par cette malédiction. Et on va aussi un petit peu voir ce qui se passe dans Poltergeist 3. Donc vous allez voir, ce n'est pas triste. 13 avril 1987, la production décide donc de choisir un autre lieu. Il se dirige à Chicago, dans une tour à la réputation peu élogieuse, la John Hancock Tower. Bon, pourquoi vous me direz que les gens pensent que cette tour est maudite? Je vais vous le dire tout de suite. Patience, mes cochonnous. Bon, il leur fallait un lieu imposant qui vende du rêve. Donc ils ont choisi un immeuble de 100 étages. Petit point un petit peu angoissant, c'est qu'il y a eu un mort par étage depuis sa conception. En gros, 100 morts. Un mort à chaque étage. Donc on est quand même sur un truc... Là, il y avait une chance sur 1 milliard, clairement. Mais on se demande clairement à quoi pensaient les sociétés de production. Le réalisateur, le producteur, tout ce que tu veux. J'avais envie de prendre Gary Sherman, pardon, et lui dire, mais Coco, à quoi tu penses? Tu taffes sur un film que les 2 opus ont l'étiquette maudit. Déjà. Là, tu décides de choisir un autre lieu qui a aussi une réputation de lieu maudit. Donc tu prends 2 trucs. J'ai envie de te dire, c'est pas comme les maths. Ah non. C'est pas comme si tu prenais un truc négatif et un autre truc négatif, que tu les combines et que ça s'annule, que ça devient positif. Ça ne marche pas comme ça, hein, fieu. Pas du tout. Et il va vite le regretter amèrement. À peine le tournage commencé, les accidents vont s'accumuler, vont s'enchaîner, avec un cascadeur qui va se fracturer le tibia, Gary Sherman qui se casse une jambe, et durant une scène, un incendie va se déclarer après que les techniciens aient perdu le contrôle du brasier. Des dégâts qui s'évaluent en millions de dollars. Et pour encore en rajouter une couche, je vous l'ai dit, l'actrice Heather O'Rourke, la seule qui a rempilé, va mourir à l'âge de 12 ans. Bon, elle va mourir brutalement, certes, mais elle était déjà atteinte de la maladie de Crohn. Et en 1988, donc quelques semaines avant la fin du tournage, son état va s'aggraver, elle va devoir être hospitalisée d'urgence, et sur le brancard, elle va saisir la main de sa maman et lui dire « Maman, je préfère te dire au revoir, car c'est la dernière fois que je te vois. » Un pressentiment qui va s'avérer exact, car la petite fille va succomber à son opération. Un coup fatal pour le 3e volet, qui va quand même sortir le 10 juin 1988. Et ça va marquer la fin vraiment de la saga Poltergeist. Hein. Pour ça, c'est fini.
Cette mort tragique signe la fin officielle de cette saga maudite. Et pour énormément de personnes, cette malédiction a une origine qui prend sa source directement durant le tournage du premier film, avec la scène des squelettes. Et également les rumeurs que ces fameux squelettes n'étaient pas aussi fictifs qu'on pourrait le croire. Des squelettes humains utilisés durant le tournage de cette fameuse scène. Donc en gros, on est sur une véritable profanation dans un but lucratif. Et pour beaucoup, cela aurait expliqué pourquoi, dès le départ, il y aurait une cible automatiquement posée sur l'équipe de tournage de Poltergeist 1, avec cette fameuse vengeance des esprits en colère qui ont vu leurs dépouilles utilisées comme de vulgaires objets de cinéma. Et pour donner encore une touche un petit peu de coup du sort un petit peu macabre, un petit peu glauque, Heather O'Rourke va être enterrée dans le cimetière de Westwood Village. Et il y a aussi quelqu'un d'autre dans ce cimetière, Dominique Dunn. En gros, dans ce cimetière repose la première et la dernière victime de cette malédiction. Peu importe où on se situe dans son état d'esprit, dans sa vision du paranormal, on ne peut nier le nombre ahurissant, vraiment, de coïncidences, enfin même pas de coïncidences, là on dépasse vraiment le cadre de la coïncidence, avec un nombre d'accidents, de drames ou de morts brutales et soudaines, qui se sont enchaînés, directement associés à cette trilogie. Ça, c'est propre à chacun, ça dépend d'où on se positionne par rapport à sa croyance du surnaturel. Voilà qui conclut cette archive macabre. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez pensé de cette affaire, à me laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, à partager et à vous abonner. Et on se dit rendez-vous dimanche prochain 15 h pour une nouvelle archive macabre. Salut!